Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Michael Labatte. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans On se dit tout. Vous êtes un décideur engagé, on va le voir. Vous êtes directeur régional et cofondateur de Rich Conseil. Vous allez nous expliquer comment a été fondée cette société de conseil. Vous êtes également membre du CODIR national. Avant de parler business, si je puis dire, on a envie d'abord de parler d'où. C'est le principe de l'émission, Michael Labatte. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin, par exemple? Qu'est-ce qui vous porte dans la vie? Ce qui me fait lever le matin, c'est avant tout le contact, la relation avec les dirigeants, nos clients, bref, l'interaction de l'humain. Je pense que on en parle de plus en plus et on en parlera après chez Rich Conseil. C'est clairement ce qui nous fait lever le matin. Vous aimez rencontrer des gens, rencontrer des problématiques, essayer de service, exactement, et essayer de mettre en lien les différents acteurs. Voilà. Pour le monde de l'entreprise. Et les meilleurs acteurs pour trouver des solutions aussi à des problématiques aux entreprises. Et dans la vie, est-ce que vous avez des passions? Est-ce que vous pratiquez des sports en particulier ou une passion particulière qui est peut-être en lien d'ailleurs avec la relation, mais c'est la musique. Ah, mais nous. Ouais, je pratique depuis très longtemps beaucoup de musique et je pense qu'il y a un parallèle aussi de vivre ensemble des émotions, partager. Vous jouez d'un instrument en particulier? Ouais, de quelques instruments, effectivement. Plusieurs en plus. Piano, guitare, voilà, depuis. Très bien. Depuis très longtemps, voilà. Vous parliez de la rencontre, etc. Vous jouez aussi dans un orchestre, dans un groupe? Oui, dans quelques groupes, exactement, qui ont été divers et variés au fur et à mesure de la vie. Mais oui, ça fait aussi partie des relations et des moments à vivre ensemble, exactement. Donc, et puis, quand on joue d'un instrument de musique, souvent, on a besoin aussi des autres pour créer une harmonie, finalement. Exactement. Il faut savoir à la fois se mettre au service du groupe, écouter tout le monde, jouer sa propre partie, exactement. Et puis, l'enjeu de chef d'orchestre pour arriver à harmoniser tout ça. Donc, le parallèle est exactement là. Ouais, complètement. Rich est un cabinet de conseil d'experts comptables avant tout, conseil aux entrepreneurs et aux dirigeants de TPE, PME, ETI principalement. Exactement. C'est ça? C'est exactement ça. Racontez-nous comment est né Rich Conseil. C'est intéressant parce que derrière il y a une histoire qui est adossée à un grand groupe en tout cas. Oui, c'est une aventure. C'est avant tout une aventure de collectif. Nous avons lancé le projet il y a 2-3 ans. Ce projet a vu le jour il y a 1 an, en 2025. Nous étions un collectif de 200 associés qui accompagnent, vous l'avez parfaitement dit, les PME, les ETI, les dirigeants au sens large. Et donc ce collectif de 200 associés, on a fait le parti pris de faire ce que l'on recommande à nos clients, c'est-à-dire de prendre notre destin en main, de reprendre notre actif et d'essayer d'accélérer pour créer ce premier cabinet de conseil un peu pluridisciplinaire auprès des entrepreneurs. Donc on est basé autour de 4000. Vous ne dites pas, mais vous êtes issu du grand cabinet KPMG et tous les collaborateurs, en tout cas, sont issus de KPMG. C'est toujours. Exactement. Particulièrement, j'ai fait ma carrière chez KPMG. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses dans ce beau cabinet. Et effectivement, sur les 200 bureaux qui sont présents partout en France, les 4000 collaborateurs, on a fait effectivement ce pari un peu fou de revoir un peu l'approche de la profession d'expert comptable, avec une approche basée vraiment autour de ce côté un peu 360 degrés, ce one-stop shop pour les dirigeants. Vous l'avez parfaitement dit, l'expertise comptable qui est au cœur, qui est notre métier historique, avec des métiers de la gestion sociale, du RH, des métiers du juridique, du droit, avocat, et les métiers du conseil spécialisé pour un dirigeant qui veut transmettre, qui veut chercher un financement, qui veut qui veut mieux piloter. Voilà, on essaye d'avoir une approche la plus globale possible. Parce que pour répondre à ces problématiques, il fallait un cabinet de taille peut-être moins importante. C'était quoi vraiment l'enjeu? L'enjeu, c'était de pouvoir accélérer sur ce métier-là. Donc, ça nécessitait des investissements qui étaient propres. Donc, on a profité effectivement de cette création pour accélérer, rechercher nous-mêmes nos propres financements et accélérer dans l'investissement, la digitalisation. Oui, bien sûr. Dans l'investissement dans des nouvelles lignes d'activité. Et beaucoup de cabinets qui maintenant veulent nous rejoindre, donc des confrères ou des anciens confrères qui rejoignent l'aventure Rich Conseil également. Ça fait quoi de quitter, de sauter le pas, en tout cas de quitter un grand cabinet de conseil pour se lancer dans l'aventure?
On se remet en question complètement. On prend la peau d'un dirigeant, exactement, d'un entrepreneur. Comme vous l'avez dit, on a beaucoup de doutes, on a beaucoup d'envie, on a beaucoup d'ambition. On a un collectif. Rien. Enfin, si, vous y avez quand même. On part, on a mis 2 ans effectivement à peaufiner ce projet, à y voir clair sur la feuille de route, sur le cap stratégique. Mais oui, c'est un peu un saut dans le vide, c'est un peu un saut en parachute, effectivement. Une prise de risque. C'est une prise de risque. Nous avons tous mis 100% de notre patrimoine professionnel dedans. Ah oui. Voilà, c'est une vraie aventure entrepreneuriale et c'est quelque chose à vivre, exactement. À vivre, et il faut, vous le disiez, embarquer aussi les associés dans cette aventure. Comment est-ce que on réussit à les convaincre? Ça a été un travail et je vous avoue, c'est plutôt une fierté que l'on a, c'est que ça a surtout pas été un projet financier. Les notions d'argent, de finance sont arrivées quasiment dans les dernières minutes, façon de parler de ce projet. Ce côté fédéré, c'est surtout fait autour du projet. Le sens, l'ambition, la fierté de ce qu'on voulait faire sur le marché pour nos clients, pour les entreprises en France. Et on y voyait très clair sur ce qu'on pouvait créer en termes de valeur pour nos équipes. Et donc, oui, c'est surtout la quête de sens qui nous a permis de fédérer. Et il a fallu se faire connaître et créer un nom, Ridge. Exactement. Un nom qui a été créé, effectivement, voilà, de toutes pièces. Là aussi, on sortait d'une marque qui était très forte, très imposante. Et comme on aime à le dire, jusqu'à présent, c'était un peu la marque qui nous portait. Maintenant, c'est nous qui incarnons la marque. Donc, c'est une belle aventure aussi. Je vous ai lu, vous parlez de leadership responsable. Qu'est-ce que c'est pour vous, ce leadership responsable? Ça consiste en quoi? Ce leadership responsable, c'est à la fois une notion d'être soi-même, d'être aligné, d'être authentique, et responsable dans les valeurs que l'on peut donner. Et ça, pour moi, c'est une notion d'exemplarité tous les jours. Ça ne se décrète pas, ça ne s'impose pas. C'est au quotidien, du moins, je pense, c'est ce que l'on essaye de faire chez Ridge. C'est vraiment arriver à incarner ces nouvelles valeurs, que ce soit dans les gestes de tous les jours ou auprès de nos clients, évidemment. Et alors, ces valeurs, quand vous avez des postulants, quel type de profil d'ailleurs vous recherchez? Et qu'est-ce que vous leur dites? Puisqu'il y a aussi la guerre des talents dans ces cabinets. Quels sont les atouts que vous metteriez en avant pour les attirer, ces talents? Les atouts, c'est avant tout on a beaucoup de bienveillance. Il y a une forte présence du collectif, de l'entraide. On essaye fortement depuis plusieurs années de casser ces silos au sein de nos équipes pour que justement chacun ait son rôle, sa responsabilité. Et en termes de compétences ou de profil qu'on recherche, c'est avant tout la curiosité. Quelqu'un qui se remet en cause, qui est curieux, qui cherche à comprendre. On a des métiers qui évoluent. Nous avons des métiers qui se digitalisent. On essaie justement d'avoir une approche 360. Donc c'est surtout, on a besoin d'experts techniques, mais avant tout qui soient curieux et qui aiment le sens de la relation client, évidemment. Est-ce que vous pourriez me dire quel est un des plus bels exemples pour vous de satisfaction professionnelle, d'une réussite en particulier? Avec un client? Avec un client, je vais vous citer un exemple d'il y a 15 jours. Ouais. Pour moi, qui est assez illustratif. Lundi matin, 8h, une dirigeante m'appelle et me dit: Michael, j'ai pas dormi du week-end. Je sais que d'ici 4-5 semaines, je vais avoir un trou de trésorerie conjoncturel et ça peut faire tomber ma boîte. Bon, ça va être compliqué. Je pense que je vais fermer. Belle entreprise. Ouais. Et je lui dis: écoute, pas de panique. On va verbaliser ça. On va t'aider. Et en 48 heures, on a essayé de modéliser, de comprendre, de mettre des chiffres et des mots sur ses craintes. Et on a réussi en l'espace d'une semaine à mobiliser le banquier, l'URSSAF, l'administration fiscale pour mettre en place des échéanciers. Et tout simplement, on a apporté la sérénité. Uniquement une prise de recul. Et le vendredi suivant, elle avait ses réponses et elle m'a envoyé un petit texto le week-end d'après en me disant: j'ai bien dormi ce week-end. C'est un collectif. Satisfaction. Et c'est ça la satisfaction d'arriver à mettre en place une équipe réactive autour de ça. C'est une vraie inquiétude, ça. Vous parliez de la faillite des entreprises, finalement, du risque de faillite qui est énorme aujourd'hui. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ce sont des opportunités pour vous? C'est effectivement, on parle de 70 000 entreprises en défaillance à peu près en 2025. C'était à peu près le même niveau les années précédentes. Mais ça baisse pas. Ça ne baisse pas. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un effet rattrapage Covid où il y a eu beaucoup de mises. Encore aujourd'hui. Encore un peu. Il y a encore des PGE qui traînent. Il y a encore des modèles économiques qui sont un peu fragiles.
Mais derrière ça, on le voit, beaucoup d'entreprises, les difficultés font partie de la vie d'entreprise. Oui, Toutes bien les sûr. entreprises connaissent ça. Et on voit que le vrai maître mot, c'est l'anticipation. Toutes les situations peuvent être anticipées, peuvent être gérées, mais pour ça, il faut à nous d'essayer d'éclairer le dirigeant dans ses prises de décision pour qu'il soit le plus en amont possible. Et après, on trouve toujours des solutions. Donc, oui, certaines entreprises sont en difficulté, mais on voit que beaucoup arrivent à passer le cap. Il y a beaucoup de solutions à mettre en œuvre et ce n'est pas une fatalité. Et ce n'est pas forcément le fameux dépôt de bilan, le mot qui tourne souvent derrière ça, qui peut être souvent dramatique. C'est bien, un peu de positivisme. Question de nos partenaires à présent. Question de VL pour commencer, le média d'information de référence des jeunes. Et c'est juste après le jingle. La question de VL que vous avez choisie parmi plusieurs que l'on vous a proposées. Dans un monde en mutation permanente, quelles compétences managériales vous semblent aujourd'hui indispensables pour les futurs dirigeants? C'est une belle question, effectivement, qui nous avait été proposée. Vous l'avez dit, les entreprises, les dirigeants sont dans un monde avec beaucoup d'instabilité, d'incertitude, manque de visibilité, besoin de réactivité en permanence. On le voit chez nos clients, je pense qu'il y a 2 pans essentiels là-dessus dans les enjeux managériaux. Le premier, ça peut paraître assez incroyable, mais 7 dirigeants sur 10 n'ont pas de vision stratégique à 3 ou 5 ans de leur entreprise. Et je pense que la première compétence, c'est déjà savoir où il veut aller. Après, c'est un monde idéal. La vraie vie est faite de... Ce qu'on demande à nos dirigeants aussi. Hein. Exactement, exactement. Et c'est déjà avoir une vision de là où je veux être à 1 an, 3 ans, 5 ans. Est-ce que je veux stabiliser mon chiffre d'affaires? Est-ce que je veux croître? Est-ce que je veux vendre? Est-ce que je veux racheter mon concurrent? Déjà, cette vision-là, je pense que c'est une première compétence à avoir, d'avoir cette vision-là à 1 an, 3 ans, 5 ans. Est-ce que et ils l'ont pas toutes, c'est ce que vous nous dites. Hein. Beaucoup de dirigeants ne savent pas ou sont pris par un flot au quotidien et sont seuls. Et je ne sais pas par la question, mais en tout cas, ils n'ont pas forcément le temps de se poser, ou ils sont pris par les tracas quotidiens ou les sujets opérationnels de tous les jours. Et justement, on essaye de les extirper en disant, mais finalement, tu fais ça pourquoi? Et une fois qu'ils ont cette vision-là, la deuxième compétence, je pense, c'est savoir s'adapter. On parle d'agilité, ce mot est souvent pris ou repris. Mais cette adaptabilité, c'est-à-dire savoir écouter, échanger entre pairs, ne pas rester isolé, savoir s'entourer, évidemment des bons conseils. Mais une fois qu'on y voit clair, on arrive à prendre les décisions au quotidien parce qu'on sait là où on va aller, même si le chemin n'est jamais droit, hein, c'est toujours sinueux. Mais voilà, donc je dirais effectivement avoir une belle vision, une vision idéale, même si elle peut rester théorique, mais en tout cas un plan stratégique, et à côté être capable de s'adapter en lien avec ce cap-là. Question de Solon, l'agence qui accompagne justement les dirigeants dans leur stratégie de visibilité et d'influence sur LinkedIn. C'est juste après le jingle. La question de Solon, qu'est-ce qui, selon vous, fonde la crédibilité d'un dirigeant sur les réseaux sociaux? C'est beaucoup de sujets derrière ça, derrière cette crédibilité. On en parlait tout à l'heure sur les notions d'authenticité, mais je pense que la crédibilité, évidemment, elle ne se décrète pas, elle ne s'impose pas, c'est pas lié à un rôle ou à une fonction. Et il y a beaucoup de parallélisme aussi avec la crédibilité dans la vie d'un dirigeant tous les jours. Je pense que le premier élément, c'est d'être sincère, d'être vrai, de ne pas avoir une posture de communication, mais effectivement être aligné avec ses prises de position, ses prises de parole, ses convictions, pas forcément évoluer en fonction du gré des réseaux sociaux. ou des réseaux sociaux, exactement. Donc ça me paraît important et je pense que ça transpire fortement. Et surtout, si on n'est pas vrai, particulièrement dans les réseaux sociaux, surtout en interne, derrière, ça peut vite créer des distorsions qui peuvent être dramatiques pour la propre entreprise. Forcément. Et mon deuxième point, c'est une fois que l'on a derrière ça, c'est vraiment apporter du contenu, de l'expertise. Tous les dirigeants ont une expertise, ont une prise de position qui peut être utile justement pour les réseaux. Et donc, c'est clairement apporter du contenu, du média et pas forcément une communication corporate. Oui, voilà, il faut qu'il y ait des faits et des vrais faits, une expérience, un retour d'expérience, une aide pour ceux qui écoutent cette prise de parole.
et le tout en étant aligné avec Les valeurs qu'on défend. les valeurs que l'on défend. Exactement. Absolument. Question de l'hémicycle à présent. C'est vous qui allez poser des questions, faire un constat, pousser un coup de gueule. C'est vous qui voyez. Si vous avez 1 à 2 minutes, ce sera face caméra juste après le jingle. La question de l'hémicycle, Mickaël Labatte, c'est à vous. 1 à 2 minutes, face caméra, droit dans les yeux. Mesdames, Messieurs les décideurs politiques, je profite de cet instant pour insister sur un sujet qui nous paraît cher, qui me paraît cher, qui est l'entrepreneuriat et surtout la fierté d'entreprendre en France. Beaucoup d'entre vous êtes dirigeants ou avez été dirigeants. Je pense que vous voyez ce dont je parle. Nous avons en France beaucoup de PME, d'entreprises familiales, d'ETI, qui sont souvent ou pas assez valorisées dans le débat public. Elles souffrent souvent de manque de visibilité, de sérénité dans les décisions, qu'elles soient budgétaires, politiques, économiques. Nous avons aussi, ces entreprises sont souvent, on va dire, mises en opposition dans le débat, avec des fois des notions de patron qui peuvent être confusantes. Je pense qu'aussi que ces entreprises sont souvent éloignées de l'éducation nationale, qui ne prône pas assez la fierté de prendre son destin en main, cette fierté d'entreprendre. Et pourtant, ces entreprises, tous les jours, elles créent de la valeur, elles créent des emplois, elles créent de la croissance, elles prennent des risques, de la croissance durable également. Donc voilà, mon message, ce serait soyons fiers de ce patrimoine que représentent les entreprises françaises. Tous les jours, les entrepreneurs se lèvent, prennent du plaisir, prennent des risques. Donc soutenons-les et soyons fiers d'entreprendre, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Mickaël Labatte. Merci tout ce message entendu, je l'espère. Merci d'avoir participé à notre émission. Merci à vous, avec grand plaisir. Et à bientôt, je l'espère. Merci à vous pour votre fidélité. Et on se retrouve évidemment très très vite pour un prochain numéro de On se dit tout. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.